la BNF. Je me tourne vers Jean-Luc Tartarin, qui est originaire de Max, où il vit et travaille. Son travail a aussi fait l'objet de nombreuses expositions personnelles, notamment à la Bibliothèque nationale de France, à la Maison européenne de la photographie. Il a reçu en 1971 le prix Niepce, le plus jeune prix Niepce, puisque tu n'avais que 19 ans. Et tu as été par ailleurs chargé de l'enseignement de la photographie à l'École supérieure d'art de Metz de 1972 à 2013. Voilà pour cette introduction. Et pour maintenant introduire un peu plus proprement l'exposition aujourd'hui, qui effectivement par le choix que nous avons fait avec Jean-Luc Tartarin de mettre en regard des séries de différentes époques, mais toutes centrées sur le sujet, le motif de la forêt, nous offre une très belle entrée et une démonstration autour de la recherche que tu mènes, comme je le disais, depuis plus de 30 ans sur le médium photographique. Une exploration du sujet de la forêt, de ce motif, qui est un prétexte à effectivement explorer le médium photographique lui-même, qui est effectivement déterminé par sa dimension technique originelle, et son évolution technique constante, mais qui, dès le départ, manipulé par des artistes, a permis de résister à cette forme de déterminisme originel, ontologique, pour aller vers une singularité, une unicité. Et c'est toute l'entreprise, je crois, Jean-Luc, de ton travail, qui pourrait être aussi résumée par peut-être le projet de réenchanter l'image et lui redonner effectivement cette unicité, cette singularité. Alors tu as une connaissance vraiment très précise du médium photographique et de ses potentiels qui, comme je disais, lui ont permis de s'affranchir de ce déterminisme technique originel pour aller vers un autre espace qui est quelquefois proche de celui de la peinture, et notamment de cette question de la matière, que tu effectivement rends, cette recherche que tu rends visible à travers ton travail, donc cette dimension matérialiste de la photographie. Et c'est ça effectivement que nous souhaitons aussi aujourd'hui envisager avec toi dans cet échange. Mais peut-être pour commencer, peux-tu nous présenter le projet de cette exposition et nous raconter aussi pour effectivement rebondir sur ce que je disais sur cette recherche de la matière photographique, quand ce potentiel de matière t'est apparu et comment cette recherche t'a guidé toutes ces années dans l'appréhension de la photographie. Bien. Bon. Déjà, merci beaucoup d'être parmi nous pour ce dialogue. Merci à Héloïse de ta présence. Et voilà. Donc, le projet de cette exposition, c'est une invitation de Muriel. On se connaît depuis un moment, et elle connaît bien mon travail. Et lorsque je suis venu visiter ce très bel espace, on a réfléchi ensemble à savoir comment présenter mon travail, sachant qu'il est très très vaste, qui couvre un champ, ce qu'on dit depuis 30 ans, c'est bien plus que ça, puisque j'ai commencé à faire des images en 67-68, vous voyez, c'est déjà le siècle dernier il y a longtemps. Et donc, mon travail, en fait, j'ai commencé la photographie en questionnant très tôt le motif de la forêt. C'est venu... lorsque j'étais très jeune, j'avais le sentiment que j'avais envie de faire un travail artistique. Je ne savais pas très bien ni comment, à 15-16 ans, ce que ça pouvait devenir, ni être un jour, ni un jour ce que je pourrais devenir dans la vie. Donc les forêts, ce sont déjà les forêts de mon enfance. Je suis natif de la proche région de Metz, à 11 km. Et ce sont les côtes de Moselle et toutes ces grandes forêts qui vont jusqu'au plateau lorrain. Donc une forêt très riche, variée, d'essences différentes, et surtout c'est pas un paysage plat, il est vallonné, il a beaucoup d'histoire, d'histoire préhistorique aussi, toute ces peuplades, ces peuples qui sont arrivés très très tôt dans la région. C'est quelque chose qui fait aussi partie de mon travail dans mon ressentiment, en tout cas des espaces. Et donc
j'ai commencé à être dans la forêt et faire des dessins. Je ne savais pas que je ferais un jour de la photographie. Et il y a eu un moment de miracle. Je suis autodidacte, donc bon, je vais être très, très court là-dessus, mais c'est très important que je le dise quand même. J'ai commencé comme apprenti. Je ne pouvais pas faire des études, mes parents n'avaient pas les moyens. Il fallait que je rentre dans le système du travail. Et j'ai eu une chance extraordinaire. Je suis rentré dans une agence de publicité à l'époque, dans les années 66, à l'époque où la publicité naissait, et une agence qui m'a engagé en tant qu'apprenti dessinateur de publicité. Donc. Et j'ai très tôt, l'agence a eu besoin de quelqu'un qui s'occupe d'un laboratoire. J'avais envie de faire de la photographie, de toute façon tout à fait intuitive. Et j'avais commencé à faire des photos avec un petit appareil. J'achetais un appareil à l'époque qui s'appelle un Edixa, c'était un petit réflexe très simple. Et je développais mes films, j'avais ma cuve de développement, j'avais vu comment développer les films. Et je faisais des images, j'allais dans la forêt, entre autres, faire des images, et je regardais les négatifs, en rêvant un jour d'avoir un agrandisseur. Donc les personnes qui travaillaient avec moi, les directeurs artistiques, les graphistes, le savaient, et on dit ben voilà, Jean-Luc, peut-être que ça l'intéresserait de s'occuper du labo, parce que l'agence avait besoin que l'on crée un laboratoire qui travaillait avec les graphistes. À l'époque, la photographie servait à reproduire des textes. On faisait des maquettes. Maintenant, ça paraît quelque chose d'ahurissant lorsqu'on connaît les techniques. Mais par exemple, on faisait des textes. Moi, j'ai appris à dessiner au tirling du Cordis ou 12, Helvetica. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc sur du carte à gratter. Donc après, il fallait reproduire ces textes, les agrandir pour les mettre à l'échelle sur des pages qui étaient après parties pour être réalisées en photogravure. Donc l'agence avait besoin de quelqu'un qui s'occupe de ça. Alors le directeur, qui était un personnage magnifique, un collectionneur de peinture, aussi quelqu'un, un esthète et un homme très dynamique, m'a dit voilà, si ça t'intéresse, je t'installe un laboratoire, t'apprends. Donc je me suis retrouvé à Paris parce qu'il m'a dit tu vas choisir le matériel, et puis on te montre ce qu'il faut acheter de bien, et tu reviens et s'installer. Je me suis retrouvé avec un laboratoire superbe, tout ce qu'il y avait de mieux, un superbe agrandisseur, ce qu'il y avait de mieux. Et donc, j'ai commencé la photographie comme ça. Il m'a dit, voilà, tu vas chez le photographe pour voir comment on fait des tirages. Normalement, je devais y rester 8 jours, 10 jours. Je suis allé une journée, je regardais comment il faisait, je me dis, j'ai compris, maintenant il faut que je m'y affronte. Et donc, j'ai commencé, j'avais tout le temps, il n'y avait pas beaucoup de travail. Et j'avais les clés de cette agence, je pouvais y aller le dimanche, le samedi, je pouvais rester le soir. Et j'ai commencé à faire des images. Et j'ai commencé à faire des tirages, je me suis affronté à savoir ce que c'était, avec tous les aléas. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, je me suis très vite acclimaté au matériel. Et j'ai donc commencé à faire des photographies, donc, entre autres de forêt. J'ai fait beaucoup de portraits aussi, de mes proches, ma mère, ma sœur, les enfants des rues, les amis, tout était très mélangé. Ça. Mais la forêt, je sentais que c'était quelque chose qui allait structurer mon travail. Je n'avais pas du tout à l'imaginer, je ne pouvais pas le dire avec autant de clarté. Mais je sentais que c'était là où il fallait que je retourne sans arrêt creuser quelque chose pour essayer d'avancer avec le médium. Et donc, le travail, ça a été très très vite. J'ai une capacité de travail toujours la même d'ailleurs. Je travaille beaucoup et je travaille assez vite avec efficacité, je pense. Et donc,
en 2 ans, je vais constituer un travail qui était très important, très vaste. Et donc un des rédacteurs de cette agence avec qui j'étais très, très ami, il m'a dit, écoute, il y a un prix, le prix Niepce, tu as un beau travail, essaye d'envoyer un dossier. Alors j'avais envoyé un dossier, et puis le prix Niepce, la première année, ça faisait 1 an et demi que je faisais de la photographie. Donc j'ai envoyé des images qui étaient intéressantes, et ils m'ont envoyé une lettre très gentille en disant que c'était vraiment très beau, ils avaient fait un très bien travail, et que j'attende quelques années avant de leur envoyer un autre dossier. Moi, l'année d'après, je me dis, bon, j'ai beaucoup travaillé, je renvoie un dossier, et là, j'ai eu le prix Niepce à l'unanimité. Donc, pour moi, ça a été important parce que ça a été l'occasion de rencontrer, déjà d'aller à Paris, de me trouver projeté avec ce qui était le milieu de la photographie de l'époque. Et donc, j'ai été conforté, enfin, enfin, j'aurais peut-être pas eu besoin de ça, mais enfin, ça m'a permis vraiment de me dire, c'est bien, il y a des gens qui écoutent, qui voient, qui regardent. J'ai eu des très belles rencontres, entre autres avec Brassailles, et puis Denis Briat, Jean Dieuzel, etc., toutes les personnes qui étaient autour de cette époque-là, et on me regardait comme étant un phénomène. D'ailleurs, c'est rigolo de voir ce qui s'écrivait à l'époque dans les revues. J'ai eu beaucoup de papiers à l'époque. Sachant qu'à l'époque, le prix Niepce était un prix, il y avait peu de prix de Oui. photographie, c'était le prix aujourd'hui, le prix Niepce, c'est le prix de la consécration pour un photographe à mi-parcours. À l'époque, on entendait encore le prix Niepce comme permettant de donner un coup de pouce à un jeune photographe. Aujourd'hui, il y a tout un lot de prix qui ont pris le relais, mais voilà, ça a quand même été un sacré coup de pouce, parce que c'était quand même un prix important. À l'époque, c'était le Goncourt de la photographie. Voilà. C'était le Goncourt, dans la presse disait le Goncourt de la photographie. Enfin bon, c'est rigolo d'ailleurs. Mais donc, après les choses se sont enclenchées très très vite. Ce prix, il y a eu un poste de professeur dans l'école des beaux-arts de Metz qui s'est créé, c'était la réforme des écoles d'art. Et Metz a pris l'option de la photographie, il y a un poste à 16 heures qui s'est créé. Et là, le prix Niepce a été, en dehors du fait de mon travail, était déterminant, qui m'a permis d'avoir ce poste. Donc je me suis retrouvé dans mon travail en tant que jeune enseignant avec des étudiants qui étaient souvent plus âgés que moi. Et voilà, donc, et en même temps je devenais un professionnel. J'étais obligé d'apprendre ce que c'était la photographie au-delà de mon travail personnel. Parce que ça m'intéressait, et puis qu'il y avait une demande très forte. Les agences de publicité explosaient, ça devenait une très grande agence, et je suis devenu un professionnel, un professeur, un passionné de photographie et un photographe. Donc après toutes ces années où j'avais fait des choses assez différentes, un panel de choses, j'ai passé de nombreuses années à essayer de creuser la forêt comme espace de travail, comme espace qui me permet d'expérimentation pour essayer mon sentiment, c'était essayer de faire d'une prise de vue en un instant un tableau. Ça m'a été intuitivement, peut-être pas formulé avec aussi précision, mais c'était cette volonté de construire dans l'instant, en maîtrisant tous les paramètres, une image qui soit une totalité, qui soit pleine de charge dans sa profondeur, son espace, donc un tableau. Et interroger mon médium, qu'est-ce que je peux avec la photographie? Voilà comment c'est mis en place le travail, et après, bon, ça s'est poursuivi. On en reparlera, je vous laisse passer là. Juste avant de demander à Héloïse effectivement son rapport à ton travail, juste pour redire un peu comment on a structuré l'exposition.
Oui. C'est important. Donc, dans un centre d'art, c'est assez rare de remontrer des travaux voilà, qui datent de plus de 30 ans. En général, on montre toujours les dernières productions. Ce sont souvent d'ailleurs des projets qui sont construits pour l'exposition au centre d'art. Mais dans le cadre de cette invitation que je t'ai formulée, ça me semblait tout à fait intéressant parce que ton corpus de sujets est beaucoup plus vaste. Hein, tu le disais, tu as aussi investigué le champ du bestiaire, du portrait, des ciels, de la photographie aussi, Paysage. de paysages. Les sculptures aussi, c'est un très beau travail hein, sur la statuaire, la peinture. Même si on va voir tout ce corpus-là est encore une manière de parler différemment effectivement de cette épaisseur et matière des images sur laquelle on va revenir. Mais c'était tout à fait intéressant de commencer, donc vous l'avez vu, on commence avec des images de 83 en ouvrant, et vous les aviez aussi ici, entre 83 et 89, oui. Qui sont quasiment les premières images que tu produis sur ce sujet de la forêt. Non, c'est celles qui ont une. Il n'y a pas les plus anciennes, mais c'est celles qui ont une vraie maturité. Une vraie maturité. Voilà. Faut aussi rappeler que tu fais toi-même tes tirages. Oui. Et que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Donc, on a fait le choix donc, de faire ce cheminement dans l'exposition en mettant vis-à-vis ces images entre 83 et 89. Qui sont aussi présentés voilà, dans cet encadrement en chaîne, ce sont des tirages argentiques sous Marie-Louise, et en regard de séries effectivement à partir des années, le plus gros du corpus c'est les années 2010, même si on a des images intermédiaires qui vont aussi nous amener vers ce sujet de l'image couleur retravaillée, mais ça on va revenir plus tard. Donc c'est important aussi dans ce projet d'exposition de montrer, quand c'est possible, c'est très riche, sur 40 ans, voilà une recherche artistique sur un même motif dont on voit l'évolution, la progression, mais dont on sent aussi très nettement que dans une recherche d'images dans les années 80, sur cette attention au tirage, au grain du papier, à la chimie effectivement du tirage. Il y a déjà quelque chose dans ce vis-à-vis qu'on a voulu dans cette expo qui est très net, qu'on va retrouver en 2013, 2014, 2015 sur tes toutes dernières images et avant. Donc si tu peux juste nous redire quelques... Sur la nature des images. Sur cette structuration aussi de l'exposition, qui est encore une fois singulière pour un centre d'art. Oui, ben moi je fais assez peu d'expositions. Lorsque Muriel m'a proposé cette exposition, moi je suis dans un processus qui est très long, qui est sur la durée. Ça m'a semblé tout à fait pertinent de faire ça pour qu'en même temps, vous, le public, vous puissiez avoir des portes d'entrée dans un travail. Alors on aurait pu aussi faire une exposition où je présente des pièces encore plus récentes que celle-ci, et d'un seul coup, mais on trouvait que c'était plus intéressant de provoquer ce dialogue et cette interrogation pour le spectateur, se dire d'où vient ce travail le plus récent, d'où il vient, plutôt que de livrer un travail et qui est en plus un travail très spécifique, très surprenant. Et puis, ce que je tiens beaucoup dans mon travail, c'est qu'on comprenne que la photographie, ça a une présence, une matérialité, et puis que le médium, l'utilisation pour un artiste du médium évolue aussi par rapport aux techniques qui sont offertes. Moi, je n'aurais jamais imaginé un jour, lorsque le numérique est arrivé, pouvoir un jour m'en emparer. Pour moi, c'était... avant que je commence ce travail, en tant que professeur à l'école des beaux-arts de Metz, donc j'avais un atelier argentique avec un technicien qui s'occupait du laboratoire, et j'avais un atelier numérique
avec un technicien aussi. Et moi, je supervisais l'ensemble. Et lorsque le numérique est arrivé, moi, je n'avais même pas pensé, moi, comment l'utiliser, mais j'ai très bien su comment expliquer aux étudiants ce qu'en était le potentiel. Donc c'est aussi ça, la photographie dans son histoire. Bon, maintenant j'ai un certain âge, j'ai traversé beaucoup de choses, beaucoup de techniques, et j'ai vu beaucoup de choses se faire rien que par ma pratique de photographe et celle d'enseignant, parce que l'expérimentation que les étudiants pouvaient être amenés à faire, tout en n'ayant pas grand-chose à voir avec mon histoire, parce que mon histoire, j'ai essayé de tenir assez tôt, j'ai essayé de mettre une distance, parce que ce qui m'intéresse, chez les étudiants, c'est voir ce qu'eux peuvent découvrir, inventer, et un enseignant, c'est là pour les aider à cela. Et donc dans cette exposition, c'est ça, ce que l'on peut avec la photographie, en fait. Et ce que moi, en tant qu'artiste, j'ai pu avec la photographie. Bon, je n'ai pas bien répondu à ta question. Mais... Si, mais de toute façon, on aura l'occasion de revenir. Mais je me tourne vers Héloïse, qui suit aussi depuis quelques années le travail de Jean-Luc, qui le connaît bien, qui l'a accompagné de différentes manières. Et alors même que tu viens de signer l'exposition sur le paysage français, j'aimerais que tu nous parles de ta perception du travail de Jean-Luc, mais également en essayant de le resituer dans ce paysage de la photographie et de paysage, précisément. Ouais. Alors en fait, donc l'axe qu'on avait privilégié pour l'exposition paysage français était un axe qui, dont le point de départ était la mission photographique de la data, donc un travail qui avait réuni des photographes comme Raymond de Baron, Jean-Louis Garnel, qui a participé aussi à la mission Transmanche, mais finalement qui avait ouvert à tout un nouvel académisme du paysage, je dirais certains, qui était caractérisé par une esthétique documentaire, marquée par quelque chose d'assez neutre dans le rapport à l'écriture photographique. Quand vous voyez les images de Jean-Luc Tartarin, on n'est vraiment pas dans cette logique-là. D'autant que, comme tu l'as expliqué, Jean-Luc, ton travail, tu le fais sur le contexte de création et travail plutôt isolé, tu travailles dans un périmètre circonscrit de la campagne Messine, qui est le même depuis de nombreuses années. L'inscription dans le paysage, quand je parlais, c'est ce rapport à l'académisme du paysage qu'on avait à partir de la data, a perduré d'une certaine façon à travers les commandes publiques qui ont été lancées par la suite. Donc, c'était ce mouvement-là que l'on montrait dans l'exposition et qui clairement était, je ferai le distinguo comme on a pu le faire à la faveur de l'exposition, entre une photographie de paysage dans laquelle le travail de Jean-Luc Tartarin s'inscrit et une photographie de territoire, la data étant la délégation à l'aménagement territorial et l'action régionale. Donc clairement, un regard porté sur l'homme et son environnement et sur l'interaction qui était possible entre l'un et l'autre. Donc clairement, ce sont deux entreprises de photographie qui certes traitent d'un même motif qui serait le paysage au sens générique du terme, mais avec des partis pris qui sont totalement distincts. Et alors, moi, ce qui me plaît depuis longtemps dans le travail de Jean-Luc, c'est son rapport poétique au paysage. Jean-François Chevrier, qui avait été une des figures satellites de la mission photographique de la data, disait que finalement il y avait quelque chose aussi de l'ordre de l'échec dans la mission photographique de la data, même si c'est une mission qui est devenue mythique, elle a réuni de nombreux photographes, mais parce que finalement elle ne traitait que de la géographie du territoire et qu'elle n'avait pas réussi à sauter le pas de métaphorique.
Or, je trouve que dans le travail de Jean-Luc, clairement, le registre de la métaphore est exploré de façon avec une grande virtuosité depuis de nombreuses années, notamment parce qu'il y a aussi ce rapport à l'art, à quelque chose qui vient se décanter dans l'image, la tradition picturale, on l'a abordé par ailleurs, et puis voilà, quelque chose qui reprend aussi le cadre que donnait par exemple le photographe américain Robert Adams quand il disait la photographie de paysage, elle permet la mise au jour de 3 vérités: la vérité géographique, la vérité autobiographique et la vérité métaphorique. Et en fait, voilà, je trouve que dans le travail de Jean-Luc, il y a un peu cette réunion des 3 aspects, même si finalement le rapport géographique, la question du lieu dit, est quelque chose assez périphérique. On sait que tu es attaché au territoire messin, à la campagne de Lorraine, mais ces forêts, elles sont presque, comme tu l'évoquais dans ton texte, Muriel, quelque chose presque mythique, enfin générique aussi dans son rapport à l'histoire de l'art. Et donc, voilà, c'est pourquoi cette dimension poétique et presque lyrique aussi, je dirais, dans le travail de Jean-Luc me plaît beaucoup. Et peut-être qu'on peut revenir sur cette, et je serais contente de vous entendre tous les deux, sur ce qu'on a appelé le tableau photographique, donc pour parler effectivement évidemment de ce rapport évidemment de la photographie à la peinture, mais aussi au monumental, à la circonscription par effectivement ce choix à un moment qui va donner effectivement ce qu'on nomme le tableau. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas au-delà de cette notion, pour moi, du tableau photographique, puisque toi, tu vas aller chercher quelque chose d'une émulsion. Tu disais que tu recherches entre les images. C'est d'ailleurs la série qui nous occupe en 2010, c'est la série Entre, qu'on a devant les yeux. Et donc, je reviens sur effectivement cette intuition que tu as eue que le photographique était matière aussi, qu'au même titre qu'un peintre qui travaille avec voilà, ses pigments, cette matière, tu allais pouvoir le retrouver. Alors je le disais à travers voilà, évidemment les choix déterminants que tu allais faire au cadrage de la lumière, etc., mais également au niveau du tirage, en choisissant le papier, la manière dont ce papier, tu savais qu'il allait pouvoir réagir avec les sels, avec les différentes voilà, techniques, mais ça, c'est pas quelque chose qui était évident dès le départ. Donc c'est ça que je te demandais, comment tu as eu cette intuition de ce potentiel, effectivement, et pourquoi ne pas avoir fait de la peinture? Parce que, alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque je suis à 15 ans, il a fallu que j'allais travailler. On avait 2 adresses qui cherchaient un apprenti. 1, c'était un peintre en lettres. 2, c'était un dessinateur dans cette agence. On est allé voir tous les 2. J'ai choisi d'aller dans l'agence de publicité. J'aurais pu être chez le peintre en lettres. J'aurais été chez le peintre en lettres, je suis devenu peintre. Je ne sais pas si j'aurais pu... Je ne sais pas si je serais vraiment devenu peintre. Mais en attendant, j'aurais été... voilà. C'est fou parce que c'est ça. Mais bon, je pense que j'aurais eu une vie beaucoup plus compliquée et beaucoup plus difficile. Pas d'être peintre, mais d'avoir été une formation de peintre en lettres. Mais toi, Héloïse, cette vision très large, effectivement, la scène artistique photographique, qui accompagne aussi nombreux... en quoi, pour toi, il disait qu'il avait été qualifié d'ovni très jeune. Pour toi, est-ce que par rapport à d'autres artistes de sa génération, des plus jeunes, sur cette question de la matérialité, effectivement, de l'image? Alors, moi, ce que je dirais quand même, je tiens à le rappeler, et tu l'as dit, on l'a dit tous les deux, c'est que quand même, il y a quand même une école de Metz de la photographie qui tient toute une génération de photographes que tu as formés
Et on sent quand même que, bien évidemment, le travail de l'enseignant est un travail d'accompagnement, mais on sent quand même qu'il y a eu quelque chose lors de dans l'approche au paysage, quelque chose qui a irrigué le regard de toute une jeune génération de photographes. Et après, sur la question de la matière photographique dans l'œuvre de Jean-Luc, tu évoquais Jean-Luc Denis Bria, qui était à l'époque dans le jury du prix Niepce, qui a été une figure importante des rencontres d'art, qui lui n'a malheureusement pas connu la postérité qu'il mérite. On va quand même lui faire une exposition à la BNF l'an prochain, mais qui a fait partie de cette génération de photographes matiéristes très importants pour la photographie en France, au même titre que les Suds, qui étaient très proches. Et moi, ce que je trouve assez fascinant dans l'approche qu'avait cette génération, c'est cette évidence qu'on peut travailler la photographie dans sa profondeur, comme on travaillerait la peinture. Alors, ce sont des réflexions qu'on a aujourd'hui parce que la photographie participe de ce décloisonnement artistique au sens large du terme, où la photographie va s'hybrider avec la sculpture, la peinture, le dessin. Mais je trouve que ce qui est important, c'est qu'ici on reste quand même dans quelque chose d'essentialiste sur l'image, on reste dans le photographique, et à partir du photographique, on va faire jaillir quelque chose qui est autre. Par rapport à cette idée qu'aujourd'hui on voit de plus en plus germer, notamment avec les pratiques amateurs et cet engouement massif pour la photographie qui ont permis des nouvelles technologies aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de dématérialisation de l'image, c'est-à-dire que l'image, elle ne s'incarne plus même dans un tirage, elle se transmet d'un écran à un autre. Donc, dans ce flux d'images qui existe aujourd'hui et que beaucoup de photographes s'emparent en faisant abstraction de l'acte photographique, même du geste photographique qu'on a encore chez certains comme toi Jean-Luc, eh bien ils vont faire du recyclage d'images existantes. Moi, ce que je trouve important là, dans la pratique de Jean-Luc comme dans la pratique d'autres photographes aujourd'hui, c'est que justement, on cherche à mettre en œuvre une rematérialisation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose il y a une matrice argentique, si on parle de la série Lampe, il y a une matrice argentique qui existe, qui est ensuite rescannée, numérisée. Il y a un travail en post-production qui participe aussi de cette forme de dématérialisation, puisque le numérique enclenche ce procédé de dématérialisation. En même temps, le choix de travailler avec une palette graphique ou avec un logiciel indique aussi quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre du faire qui demeure et qui résiste à cette dématérialisation de l'image numérique. Et ensuite, bien évidemment, c'est réincarné dans une image argentique, puisque ce sont des tirages argentiques, il ne faut pas l'oublier. Ah, oui. Et le soin que tu accordes au tirage est aussi quelque chose, parce que quand on travaille dans une institution ou quand on a une collection à conserver, il y a un rapport sensuel au tirage qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire qu'on est un peu des fétichistes quand on travaille. Alors, parfois les photographes plus que nous, mais c'est vrai que voilà, il y a même dans ces tirages, il y a le velouté des noirs, il y a quelque chose, et la palette chromatique de la série Lampe, elle
elle est assez fascinante, parfois même étrange. Moi, j'avoue que on en a parlé, le choix des couleurs. Pourquoi des couleurs qui vont autant finalement déréaliser le motif. Oui, surtout dans les dernières séries qui ne sont pas présentes ici. Mais le travail, pour moi, évolue constamment. J'ai une façon de travailler qui c'est par grands cycles. Je travaille jusqu'à épuisement de quelque chose. J'ai fait des photographies en noir et blanc jusqu'en 1997, jusqu'à saturation du travail sur la forêt, entre autres. Et d'un seul coup, j'ai arrêté. Je sentais que peut-être que je n'irais pas plus loin parce que j'étais allé très loin. Donc j'ai basculé vers autre chose. Je n'ai décidé de ne faire plus que de la couleur. Donc c'est des cycles de travail et la série Entre qui est en route actuellement depuis une petite dizaine d'années, un peu moins, qui a été esquissée il y a une dizaine d'années. Et qui prend toute sa forme de ces 5-6 dernières récemment. C'est un grand cycle d'images. Cette série maintenant comporte plus de 100 pièces, donc dont une grande majorité en grand format, comme le grand qui est dans l'autre pièce. Alors je ne sais pas que je développe ça. Oui, c'est intéressant oui. Sur cette série. Oui. Alors, comme Louise le disait, ce sont des tirages argentiques. Alors, ce sont à l'origine des prises de vue argentiques. Je n'ai pas d'appareil numérique. Peut-être qu'un jour, j'utiliserai un appareil numérique lorsque, d'un seul coup, je me dirais il y a quelque chose à creuser à partir d'images qui sont déjà du calcul au départ. Donc je travaille avec le matériel dont j'ai l'habitude, avec lequel j'ai fait les séries des grands paysages, Vestiaire. Vous avez peut-être vu le livre qui est à l'accueil. Alors ça aussi, c'est un grand cycle d'images. Alors j'ai travaillé sur le paysage, donc le paysage ouvert, en fait, ce qui avait été... Alors, je vais faire peut-être un petit aparté là-dessus parce que c'est important par rapport à ce que disait Louise, par rapport à la mission, à l'exposition sur le paysage qui était à la Bibliothèque nationale récemment. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur le paysage, j'ai incité à travailler, et on a même fait une mission data à Metz, à l'école des Beaux-Arts. Oui, mais c'était C'était une mission avec des étudiants qui étaient accompagnés par François Hertz et Jean-François Chevrier. Donc j'ai arrêté le noir et blanc en 1997. J'ai commencé un travail sur le paysage, proprement dit, quelque chose que j'avais esquissé. Je fais rarement de commandes, mais j'avais eu une commande en 92 du parc régional de Lorraine qui m'a confié à dire voilà, on vous passe commande d'un travail sur le territoire du parc, sur le paysage. Et là, j'avais esquissé un travail en couleur parce que ça avait été pour moi un peu... j'avais accepté la commande parce que c'était un peu un challenge, justement, me dire je vais sortir de cette pratique noir et blanc spécifique et puis je vais m'ouvrir sur le paysage, sur la description du paysage. Et ça va me permettre... j'étais en parallèle, j'étais un grand photographe professionnel. Je travaillais sur le paysage déjà, puisque je faisais toutes les campagnes de la région Lorraine, des départements, sur les plaquettes de promotion. Donc j'avais une bonne notion du paysage. Et ce sont ce que j'appelle des images d'illustration. C'est des images qui sont faites avec une certaine esthétique, pour valoriser, pour donner du plaisir, c'est des images de communication. Donc c'est quelque chose que je maîtrisais très très bien. J'avais fait plusieurs livres sur la région, sur Metz, Nancy, etc.
Je m'étais dit, je fais pas de couleur parce que si je m'attaque au paysage, je vais être parasité par ce savoir-faire que j'avais acquis. Pas facilement d'ailleurs, parce que imaginez quand j'étais jeune, je faisais déjà ce travail engagé, j'étais en parallèle dans la publicité avec tout ce que ça comporte, et on me demandait de devenir un photographe publicitaire. J'ai fait de tout, j'ai fait beaucoup de nature morte, j'ai travaillé sur des très grandes campagnes nationales, j'ai fait de la mode, j'ai tout fait. Donc faire un travail en couleur, pour moi la couleur c'était cette maîtrise que j'avais acquis avec difficulté, parce que le directeur de l'agence, à un moment il était désespéré, il me disait tu n'arriveras jamais à faire de la couleur, ce que tu fais c'est pas de la couleur, c'est du noir et blanc en couleur. Donc ça m'a aussi bloqué dans un travail qui aurait pu devenir magnifique. Enfin, on ne peut pas avoir plusieurs vies. J'ai esquissé un travail en couleur très tôt, dans les années 72, 73, 75, 76. J'ai fait, entre autres, beaucoup de portraits de ma femme, mon fils, et qu'à l'époque, je ne pouvais pas tirer. Je n'avais pas les moyens. 2 personnes n'auraient été incapables de me faire des beaux tirages. Et donc je faisais des hectachromes, je regardais les hectachromes. Et donc c'est des images que maintenant j'ai tirées, vous connaissez un peu, que j'ai tirées lorsque j'ai eu les moyens de les tirer, avec le tireur avec lequel je travaillais, donc en cibachrome, et qui là ont pris toute la dimension que je les avais pensées, réalisées sans avoir conscience que je les avais réalisées, parce que je les avais jamais vues dans leur forme en fait. Et le fait de ne pas avoir pu développer ce travail en couleur et puis avoir été obligé de devenir un professionnel pour pouvoir vivre et pour me permettre d'être libre aussi, parce que je suis jamais rentré dans le système des commandes de la photographie, etc., parce que je ne me sens pas à l'aise, et puis parce que je ne voulais pas du tout, je ne dirais pas compromettre, mais je ne voulais pas être gêné dans mon travail personnel par quoi que ce soit qu'on attend de moi en tant qu'artiste, entre guillemets, je veux dire. Et je préférais être photographe professionnel, où je gagnais très bien ma vie à l'époque, parce que c'était l'époque d'or, ce qui n'est plus le cas maintenant pour les photographes, et faire mon travail tel que je l'entendais sans demander rien à personne. Donc, pour en venir comment j'ai commencé à travailler sur le paysage, et après avoir toute cette grande pratique, vous imaginez, je faisais toutes les campagnes pour la région Lorraine, pour les départements de la Moselle, les campagnes nationales, etc. C'était couvrir le paysage, faire des somptueuses images. Et donc, ces commandes du parc régional, ils connaissaient mon travail en tant que photographe, travaillant pour les agences. Et là, j'ai essayé de me dire, comment moi, en tant que mon travail, essayer de rapprocher le travail sur le paysage en couleur de mon travail d'artiste. Et donc, j'ai adapté une stratégie. Ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est le mystère de la couleur, l'intensité de la lumière. Et donc, je me suis dit, je vais déjà décider d'un type de film qui va me permettre d'avoir une certaine restitution, donc une transposition déjà du paysage, pas la restitution que va donner le film en adéquation avec la lumière. Et donc j'ai fait un travail où mon idée c'était le beau merveilleux, c'est-à-dire des images qui soient détachées du réel et qui nous transposent sur des paysages qui sont des paysages qui sont pas spectaculaires. Ceux de la Lorraine, c'est pas des paysages grandioses, c'est des paysages qui ont une certaine intimité, mais en Lorraine, moi je trouve qu'on a une lumière extraordinaire. Ça paraît, lorsque je lis ça, on me dit, vous êtes sûr? C'est peut-être parce que c'est tellement devenu ma lumière, mais on a une lumière qui est quand même très particulière. Je suis allé sous... Ah oui. C'est une lumière, parce que les photographes ont une aversion pour le ciel bleu, mais oui. Ce n'est pas le cas du commun des mortels. Voilà. Les photographes n'aiment pas le ciel bleu. Oui. C'est une lumière peut-être particulière et puis qui correspond au paysage en fait. Voilà.
Lorsque je vais en Italie, j'adore beaucoup, vraiment l'Italie, j'avais esquissé un travail en Italie sur le paysage. Je me dis, ça ne donnera rien, je ne suis pas italien, c'est pas mon truc. Et puis, j'ai pas toute l'histoire. Et puis, si j'essaye de faire quelque chose, ce serait bon. Voilà, donc j'ai pas fait. Mais lorsque je reviens en Lorraine, et puis que je me retrouve chez moi et avec ma lumière. Donc, j'ai fait ce travail. Alors, ce travail était m'a permis d'esquisser ce qu'allait devenir le travail que j'ai commencé après, 5 ans après, très sérieusement sur le paysage, détaché de toute notion de commande, qui est le travail sur les grands paysages, le bestiaire, les fleurs, les ciels. Alors là, j'avais une maison en Meuse, vous connaissez la Lorraine, et de cette maison, je rayonnais sur un territoire d'une quinzaine de kilomètres carrés. Je partais très tôt, j'adoptais le même principe, mais avec beaucoup de maîtrise. Cette esquisse du travail cette commande que j'avais fait pour le Parc régional de Lorraine m'avait fait me rendre compte de ce qui était possible, pas possible, et puis ce qui pouvait être dépassé. Donc je partais tôt le matin, aux premières lueurs du jour. C'est un travail essentiellement fait en été. Et le soir, lorsque le soleil se couchait. J'avais à chaque fois à peu près 1 heure et demie maximum de temps de prise de vue. Donc je me déplaçais dans le paysage, un peu comme je le fais dans la forêt, en fonction du territoire que j'avais repéré et qui me semblait intéressant de creuser. Donc est né de ce travail sur 3 ans, ça a duré 3 ans, un ensemble d'images assez vaste. Alors je suis parti sur l'idée du grand paysage. Alors le grand paysage, c'était bien sûr, c'est une plaine avec des bosquets, etc. Si vous connaissez un peu la Meuse, il y a des forêts, des champs, etc. Et le grand paysage, c'était à la fois, pour moi, c'était le paysage ouvert, mais c'était aussi, ça pouvait être jusqu'à la frontalité d'une souche ou d'un bosquet. Ça devenait un grand paysage par l'ampleur du regard, en fait. Par l'image, l'amplitude de l'image devenait un grand paysage. Donc c'est pour ça que j'ai donné ce terme-là. Alors il faut bien survoir les images pour comprendre. Alors, donc j'ai commencé sur le paysage. Après, dans le paysage, j'ai rencontré les animaux qui le peuplent, les vaches, les chevaux, les ânes. Donc naturellement sont venues des images d'animaux. Les fleurs, qui sont essentiellement cantonnées au bord des routes, dans les fossés, parce que la zone est très cultivée. Et puis le ciel. Donc c'est les constituantes de ce qu'est un paysage. Il n'y a pas d'humain dedans, il n'y a même pas d'habitation dans ce travail. Il y a les signes du travail de la terre, puisque les piquets, les champs labourés, etc. Mais il n'y a pas de présence humaine, il n'y a pas de cultivateur, il n'y a pas de choses anecdotiques comme ça. Il n'y a qu'une idée de l'essence essentielle comme ça, de ce que peut être une vision du paysage dans quelque chose d'éternel comme ça, même si ça a amené à quelque chose de très contemporain, puisque les champs ne seront jamais cultivés comme ils sont maintenant, les territoires il est comme il est, les animaux ils sont comme ils sont, mais et le ciel, alors le ciel c'est devenu un vaste ensemble d'images. J'avais une cour c'était une grande ferme, il y avait une cour qui était orientée ouest, et donc cette cour avait exactement le même rapport, la forme, le même de mon film, enfin du rapport 6-7 de prise de vue. Donc j'étais dans cette cour avec le ciel qui correspondait au-dessus, et j'ai fait une grande série de ciels comme ça. C'était aussi quelque chose qui fait partie de ce vaste ensemble, dont il y a une belle édition qui est à l'accueil, là, vous pouvez voir, que vous pouvez acquérir, c'est pas cher du tout. Non, elle n'est pas chère, c'est une édition à 29 €, hein, c'est bien. Donc c'est avec des très beaux textes, un texte de Régis Durand sur le travail, qui est un très très beau texte. Il y a
un texte de Sally Bone, et puis un dialogue avec Laurent Lebon, c'est le directeur du Centre Pompidou-Metz. Voilà, donc, alors où j'en étais, moi je me perds toujours quand j'entends mes histoires. Donc pour la chronologie de la couleur, oui, de la couleur. Moi j'avais peut-être une question par principe, parce que justement ce rapport à la peinture, on évoque beaucoup la peinture cet héritage pictural dans l'image. Qu'est-ce que tu regardes comme tableau? Qu'est-ce qui te porte dans ton rapport à la peinture ou à l'histoire de l'art plus largement? Parce que Henri Vanier évoquait la question de l'imprégnant photographique. On sent qu'il y a quelque chose qui est infusé dans les images. Et toi, qu'est-ce qui te nourrit en tant qu'image? Alors, je vais revenir encore à l'origine de mon travail quand j'avais 16 ans, parce que c'est important. Quand j'ai commencé à faire de la photographie, je n'avais jamais vu de photographie. Je n'avais jamais vu de peinture, je n'avais jamais rien vu du tout. Je vivais dans mon village, mes parents n'avaient aucun accès à la culture. J'avais autour de moi la nature, mon jardin, les bords de la Moselle, qui donne une traduction particulière puisqu'il y a la lumière, le brouillard, l'automne, et l'eau, et la forêt. Et les seuls rapports que j'ai eus à l'art, c'était des revues de vulgarisation, je ne sais plus ce que c'était, où il y avait parfois enclavés dedans, enfin, il y avait quelques cahiers qui m'ont montré des peintres. Et je découpais ces trucs. J'avais une petite pièce chez moi, un petit coin où j'avais un petit endroit solitaire, et je mettais ça au mur. Alors, je me souviens que j'avais Cézanne, Gauguin, etc., que j'avais découpé, et à côté des photos de Johnny Hallyday. Vous voyez, bon, j'avais 15 ans. Donc j'ai commencé mon travail avec cette j'avais pas d'accès, et la photographie encore moins. Effectivement, j'avais un peu la peinture par ses reproductions, entre autres Botticelli, les fresques, des fresques, je me souviens, très belles fresques. Je pense que ça, il y a un rapport, des photographies qui représentaient des fresques italiennes. J'avais tout ça collé sur mon mur. Et puis à côté de ça, moi je dessinais, puis je collectionnais les papillons. Et puis je plantais des arbres dans le jardin de mon père au grand désespoir du potager. J'ai toujours été un planteur. Lorsque j'ai eu cette maison en Meuse, là, c'était un vaste territoire, il y avait 2 hectares de terrain, on avait racheté un terrain où il y avait des vaches, et j'ai planté une forêt. Voilà. J'ai réalisé enfin mon rêve, que j'ai planté une forêt. Donc, alors pour revenir à ta question, Héloïse, alors après, lorsque j'ai eu le prix Niepce, je me suis retrouvé à Paris, et puis on m'a dit mais il faut aller voir. Je suis allé dans les librairies de photographie, ou les librairies en général, mais particulièrement photographie. Il y avait à l'époque, c'était Photographie Nouvelle, il y avait Catherine Join, elle avait une librairie, donc elle avait fait un très beau papier sur moi d'ailleurs, et elle m'a dit, il faut voir. Alors c'est vrai que là je me suis trouvé, je me dis c'est pas possible, il y a tout ça, j'avoue que j'ai été... et je me suis abonné à Caméra, la belle revue Caméra, et c'est comme ça qu'est devenue ma culture photographique. Alors, le rapport à la peinture, en fait, j'y suis venu tout doucement, mais ça n'a jamais compté dans mon travail. Je dirais, c'est encore maintenant. Bien sûr, je ne suis pas un grand... je ne vais pas parcourir le monde pour voir les musées, je vois des choses qui m'intéressent, etc. Mais lorsque je travaille, à aucun moment, consciencieusement, consciemment, en tout cas, c'est là. Ce qui est, je pense que, et même si je peux pas dire ça, je peux pas dire si je voyais rien, hein, parce que je vois et puis que ça m'intéresse beaucoup. J'aime des tas d'œuvres, j'aime beaucoup la peinture,
Mais lorsque je fais les images, à aucun moment ça n'intervient en référence où je me dis tiens, ça pourrait être ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu te mets dans un état de réception au paysage Ah oui, c'est le paysage qui me... En fait, c'est la forêt. C'est l'épaisseur de la forêt. C'est la traversée par le regard de l'épaisseur de la forêt dans son épaisseur, du sentiment que j'en avais en tant que baigné dedans depuis que j'étais très jeune. Et je pense la perception, je suis un grand regardeur, je regarde. Je regarde tout le temps autour de moi. Je disais maintenant que dans les trains, je m'arrêtais un peu, mais je suis seul qui regarde par la fenêtre. Je regarde, j'ai toujours à voir, même si je passe 50 000 fois le même trajet, Metz-Paris. Je préférais avant que le trajet avant le TGV, c'était plus intéressant. Mais bon, et j'ai toujours à voir. Et quand je regarde, en fait, je suis imprégné de la consistance des choses, de la réalité des choses. Et cette réalité, cette épaisseur des choses, amenée traduit par moi, un artiste qui utilise un médium. De ce médium, je peux produire des œuvres. C'est cette rencontre-là qui fait mon travail, en fait. C'est de là qu'est né mon travail, c'est de là qu'il continue à exister. Et les premières photographies que j'ai faites, effectivement, de forêt, je me suis plongé avec mon appareil, je regardais le film après. Dans la forêt, puis j'ai essayé de faire venir, d'amalgamer, en fait, de condenser quelque chose qui était de l'ordre, non pas de ce que je vois, mais d'une image dont je m'empare du réel, mais en même temps je fais autre chose. Avec le réel devient comme une apparition pas très bien comment dire, c'est une évidence. C'est l'œuvre qui est produite à partir de ce réel au travers du médium photographique. C'est un condensé de quelque chose dans mon esprit, dans ma tête, dans mon intérieur, en fait, moi-même, et dans la conscience que je suis en train de construire quelque chose très consciemment de faire un travail. Cette notion de travail, de questionner un médium et de faire quelque chose qui tienne debout, qui soit une totalité, en fait. C'est comme ça que je fonctionne et que je continue à fonctionner. Hier, un étudiant à la FEC de Lille, là, alors que je reviens à ces images, et il disait, mais comment vous arrivez à faire une image comme celle-là, sachant que c'est sur l'écran de l'ordinateur. Sur l'écran de l'ordinateur, bon, on voit, même s'il est un peu grand comme ça, c'est quand même... et lorsque je m'empare des images et que je les retravaille, pour revenir à ces images-là, j'ai le sentiment de la totalité de l'image. J'en ai la synthèse, je la retravaille, à la fois dans sa surface, sa profondeur, son épaisseur, et je la sais déjà être là au mur lorsque je la fabrique dans l'ordinateur. Donc on peut parler, oui, d'image mentale pour cette série et de la manière aussi, puisque tu parles d'une prise de vue couleur argentique, on peut se dire que cette prise de vue-là, elle a restitué à cet instant T la lumière, la couleur de ce paysage, mais toi tu veux aller plus loin avec cette série et sur cette prévisualisation que tu nous décris. Tu as déjà le sentiment que tu vas projeter, que ces couleurs-là qui vont ressortir parmi d'autres. Non. Lorsque je fais des images, par exemple, si on prend cette image-là qui est devant vous, je n'ai pas du tout la conscience, lorsque je fais la prise de vue d'origine, que ça va devenir ça. Ce qui m'intéresse dans la prise de vue, c'est le potentiel de sa structure.
C'est-à-dire de quoi est constitué le fragment d'espace que je photographie. De quoi il est constitué dans son dessin, c'est-à-dire les arbres, les rythmes des branches, la qualité atmosphérique de l'espace, même si c'est un petit espace d'une quinzaine de mètres, vingtaine de mètres, il y a une qualité atmosphérique, il y a quelque chose qui se passe. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans la zone de profondeur de champ, entre le net et le flou, à l'origine de la prise de vue. Donc ça vient de tout ce travail antérieur. Là, je plongeais dans l'épaisseur d'une zone fragmentée, à la fois une découpe dans l'espace, mais une découpe dans la profondeur. Ici, c'est un travail avec des optiques l'équivalent de 50 mm sur un 24-36. Donc, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de compactage de l'espace. Dans ce travail-là, à l'époque, je parlais de beaucoup de compacter l'espace. D'ailleurs, dans le texte de Régis Durand, du livre Arbre, on parle pas mal de ça, c'est du compactage. Et ici, je suis dans la représentation à l'échelle de ce que je vois sans transformation, en fait. L'optique équivalent de 50 mm est celle que j'ai utilisée pour les grands paysages, etc. Il n'y a pas de transformation. On n'éloigne pas, on ne rapproche pas. On a un rapport, c'est le plus beau rapport photographique. Et donc je fais une image qui, je sais qu'il va avoir un potentiel, où tout va à l'intérieur, tout va être là et va me permettre de pouvoir faire une recréation, en fait. C'est une matrice. Alors c'est des images qui parfois sont constituées de plusieurs images, alors certes parfois qu'une, ou deux ou trois, parfois dans les images plus complexes qui ne sont pas là, quoique si, celle qui est du tout début du travail, elle contient 4 ou 5 images, mais maintenant je peux arriver avec des ensembles d'images qui contiennent 10 images, et qui parfois n'ont rien à voir du tout les unes avec les autres, enfin graphiquement. Ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est en fait cette matrice dont tu parles, tu n'en gardes aucune trace. J'en garde aucune trace. Le rapport au passé, enfin l'image primitive, finalement est totalement diluée et passée sous silence. C'est-à-dire que finalement, quand tu évoques ces images qui constituent une série, c'est presque comme une variation musicale, mais il n'y a pas comme un graveur qui conserverait plusieurs états d'une image, ou qui viendrait retravailler avec des nuances. Et c'est ça que je trouve assez frappant dans le rapport au temps tel qu'il se décante dans tes images, c'est qu'on a l'impression à la fois quelque chose de très condensé dans le ressenti, vraiment cette idée d'un état présent face au paysage, et en même temps il n'y a pas de passé, ou en tout cas il n'y a pas de fétichisation d'une image inaugurale, et pourtant il y a beaucoup d'anticipation quand tu évoques Muriel disait c'est une image mentale, mais en fait tout est déjà dans ton esprit avant même finalement que l'image surgisse. Oui, tout à fait, oui. Mais même avant qu'elle surgisse sur l'écran, au moment lorsque je pars faire des prises de vue, tout simplement. Surtout avec ce nouveau travail. Donc je sais que je vais faire des prises de vue dont je vais m'emparer pour constituer ces images de la série Hante. Je pars faire donc c'est des images, contrairement aux images des grands paysages, ou des ciels, etc., où cette image est là, au moment où j'appuie, je sais qu'après le film va me donner tel rendu qui va être tiré sur tel papier, mais tout est là déjà. Là, tout est déjà décidé, très précis. Ici, tout est inventé. Donc, l'image d'origine, en fait, vous la verriez, vous seriez très très déçu. Vous ne retiendrez aucun intérêt. Elle est, je dirais pas banale, mais si, elle a aucun intérêt.
elle a uniquement son intérêt parce que moi je sais que l'énergie, par la vision que j'ai eue à cet instant-là de l'espace, ce que j'ai emmagasiné sur le film, va me permettre après de créer cette image. Mais l'image, ou les images qui constituent une seule image, une de ces images, pas même s'il y en a une dizaine, oui, elles sont pas intéressantes. Donc, moi, je les scanne entre haute définition, je laisse passer du temps. En général, entre les prises de vue et puis le travail sur l'ordinateur, il se passe minimum 1 année, voire 2. Et après, je détruis les fichiers, les fichiers de base natifs sont détruits et les négatifs, je les détruis. Parce que ça n'a pas d'intérêt de les garder, parce que l'image n'a pas d'intérêt de les garder, et puis parce que je n'ai aucun intérêt à revenir dessus. Je suis dans une avancée, je fais une nouvelle chose. Et je ne puise jamais dans mon répertoire ancien. Je ne vais pas chercher des photographies que j'ai fait il y a quelque temps en me disant tiens, celle-là, ça va être bien, je vais pouvoir la retravailler, ça va donner quelque chose. Non, parce que ça ne donnerait rien. Ou ça serait, ça serait juste du savoir-faire. Donc ce sont des objets uniques. C'est des objets. Une même matrice donne naissance à plusieurs images, mais elles sont toutes uniques. Ah oui, elles sont toutes uniques, oui. Elles sont toutes uniques. Et puis, je détruis les fichiers, je ne garde pas. Si je garde le fichier qui me sert, le fichier final, mais les fichiers intermédiaires sont détruits et le fichier d'origine est détruit. Comme ça fait de la place dans l'ordinateur. Ça passe du temps d'ailleurs, virer des gros fichiers de 500, 800 mégas, 1000. Je voulais revenir à Louise, à ce que tu disais, qui était très intéressant sur ce double mouvement auquel on assiste dans la photographie aujourd'hui, à la fois sa dématérialisation à travers la technique et les réseaux, tout ce qui nous permet effectivement de transmettre des images qui tout d'un coup peuvent disparaître dans l'instant, et l'entreprise contraire qui est justement de réincarner, de rematérialiser. Je me suis laissé dire que tu préparais une très grande exposition sur le sujet. Est-ce que tu peux juste, en avant-première, nous en parler un petit peu Alors, oui, donc c'est une exposition où le travail de Jean-Luc sera présenté, puisque nous avons fait l'acquisition d'un certain nombre de pièces de la série Entre, qui m'intéressait justement cette problématique il y a 2 ans maintenant. La question en fait de cette exposition qui traite de l'idée de la matérialité photographique, donc de refaire une forme d'histoire de la photographie contemporaine à travers cette problématique de la matérialité, c'était d'abord permettre déjà de remontrer certains photographes qu'on évoquait tout à l'heure, donc Denis Briat, Jean-Pierre Sud, et puis aussi Pierre Cordier, cette génération qui a beaucoup travaillé l'image, la chimie, avec des choses qu'on retrouve aussi, par exemple, quand je vois cette image là en face de moi qui est au fond, je trouve que par exemple, quand on voit cette image-là, on pense à certains paysages matériographiques de Sud avec son travail sur les cristallisations en fait, des sels. Et de Pierre Cordier aussi. Et de Cordier aussi, absolument. Donc, en fait, parce que je trouve quand même que des gens comme Briat, Sud, Cordier sont un peu des oubliés d'une histoire de la photographie en France. Et déjà, ça me semblait important de remettre cette problématique de la matière au cœur du débat sur la photographie contemporaine, ne serait-ce que parce que justement, dans le même temps, il y a une entreprise de dématérialisation qui fait aussi oublier l'autorité. Tu évoquais souvent finalement les débuts artisanaux de ton travail de photographe.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes qui se revendiquent finalement vraiment comme des recycleurs d'images. Il y avait eu en 2010 au Rencontre d'Art une très grosse exposition qui s'appelait From Your Own, qui était portée par Martine Parr, Joanne Fontcuberta, Clément Chéroux, enfin, voilà, photographes et commissaires d'exposition, Eric Kessel aussi. Et tous avaient voilà, à cœur de montrer que finalement il fallait aujourd'hui être dans une forme d'écologie de l'image où on ne présenterait plus on ne créerait plus de photographies, mais au contraire, eh bien, il faudrait c'était presque un travail uniquement d'éditing des images et de reprendre des images. Donc déjà, moi, c'est quelque chose qui m'avait laissé un peu sur ma faim, parce que certes, ça peut être une pratique, il n'y en est plus dans la photographie, mais finalement dans le registre de l'image. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de moins en moins de culture photographique et de plus en plus de culture de l'image, de régime visuel au sens large du terme. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'interroge, qui m'interpelle. Et en même temps, on a la réciproque extrême, qui est aussi toute une génération de jeunes photographes qui, aujourd'hui, eh bien, se réapproprient les techniques historiques de la photographie, qui ont aussi ce degré d'unicité de l'image, l'ambrotype, le daguerréotype, le sténopé, et donc voilà, essayer de montrer comment eh bien, il y a ce mouvement comme ça un peu voilà, contigu à l'histoire de la photographie qui fait alterner ou se rejoindre des phases de dématérialisation et de rematérialisation. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un des actes un des actes de lecture qui me semblait intéressant pour donner à lire cette histoire de la matière en photographie contemporaine, c'est un parallèle que je fais avec la cuisine, c'est-à-dire avec la cuisine et aussi tout ce rapport finalement qui va de la création par la cuisine du laboratoire, le menu de l'ordinateur aussi, hein, et puis dans le même temps cette digestion des images qui arrivent et la volonté aussi parfois bien, de réincarner, comme on a dans les images de Jean-Luc Tartarin, une proposition photographique forte, c'est-à-dire où on va on va réfléchir à la fois à l'épaisseur de l'image et en même temps donc, rester au cœur de cette problématique essentialiste et en même temps aussi pour moi les images de Jean-Luc c'est une lecture de l'histoire de la photographie. Je sais que peut-être pas en dire deux mots quand même, mais une des suites d'encre c'est de revisiter des images du 19e. Il y a cette volonté de relire un héritage photographique du paysage. Mais dans ta dernière cellule, il y a presque une dimension pictorialiste, hein, de déplacer effectivement ces images existantes, de revoir leurs couleurs. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Oui, enfin, je me suis dit, j'ai tenté, et puis maintenant, quand je tente quelque chose, j'expérimente, et à partir du moment où j'expérimente et que je trouve ça intéressant, je travaille. Je commence une nouvelle série, je ne sais pas quelle forme elle va encore prendre, que j'ai intitulée Réinventer. Et je m'empare de photographies, pour l'instant du 19e. Et je fais en gros la même chose qu'avec des matrices que je fais moi-même, sauf que là j'ai une image qui existe déjà, c'est pas moi qui l'ai faite. J'ai le sentiment lorsque je la choisis, je la choisis sur certains critères qui sont un peu intuitifs, mais par la composition,
de quoi l'image est faite et de quoi elle nous parle. Et je crée à partir de ces images anciennes des images dont je m'approprie et que je donne une nouvelle forme. Voilà, c'est un travail qui débute, qui est depuis un petit peu moins d'1 an. Voilà, c'est en train de se faire. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Est-ce que ça ira quelque part? Pour l'instant, il y a quelques belles pièces de réaliser qui sont réalisées vraiment. C'est-à-dire, j'ai fait les tirages. Entre autres, j'ai déjà fait une série qui est une image où j'ai réussi à faire une image en or. De l'or. Elle fait 1m80 sur 2m24. Elle est en or. Elle est tirée. Il y a 3 variantes. Il y a 5 variantes en fait. 3 grandes d'1m80 sur 2m20 et 2 de 125-155 à partir de la même image. Et à chaque fois, l'univers est là du photographe. C'est une photographie je suppose que c'est un peintre dans la forêt de Fontainebleau. Donc c'est pas non plus innocent comme choix d'image. Et c'est un personnage de dos avec un chapeau. On ne sait pas qui c'est. D'ailleurs, je ne sais pas de qui est la photographie. C'est 1870 à peu près. C'est une Abumine 20-25. Et donc le paysage est de dos et contemple. Et dans la forêt. Et donc, je me suis emparé de cette image et j'ai réussi à faire quelque chose que je trouve très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Alors là, pour me déstabiliser là-dessus, ça me porte faire des images. Ça me porte. Et puis à chaque fois, j'aime le challenge de toujours aller plus loin et de me surprendre. Moi, les images, je veux que ces images me saisissent. Alors, lorsque je travaille sur les images sur l'ordinateur, je suis dans le saisissement de l'image. Avant, je faisais toutes les autres photographies en dehors des images en noir et blanc, où là, le stade, je le maîtrisais complètement. C'est-à-dire, je faisais mes images, je faisais des tirages de travail, des planches contact, des tirages de travail, et après, je décidais de les réaliser. Et il y a parfois plusieurs étapes. Je commence jamais par un grand format comme ça directement. Je fais d'abord un 24-30 ou un 30-40. Si je trouve que l'image est intéressante, j'ai tiré très peu de grands formats comme ça, parce que je les tire moi-même, c'est très laborieux. Ce qui est très long, c'est le processus de lavage. Si on veut que ces images se conservent dans le temps, c'est très très long. Et des grands formats comme ça, c'est très fastidieux. Donc, alors là, je maîtrisais tout. Quand je fais des images comme celle des grands paysages, je n'ai que l'Ektachrome. Tant que je ne suis pas allé faire un tirage Cibachrome ou type C, mais essentiellement Cibachrome pour ces images-là, qui me coûtent 1 000 € pièce. Tant que je n'ai pas fait ça, l'image, je ne la vois pas dans son ampleur. Je sais comment elle sera. J'ai tout fait pour qu'elle ait cette forme-là, mais tant qu'elle n'est pas tirée, elle n'existe pas. Alors que lorsque là, je fais ça, bien sûr, tant que ce n'est pas tiré, ça n'existe pas. Mais lorsque je la fabrique, je suis tellement immergé dans l'image, dans l'écran de l'ordinateur, je la balaye à échelle 100%, donc je suis à l'intérieur. Donc, j'ai cette jubilation de faire l'image et d'en être maître totalement. Puisque là, je suis maître de chaque petit geste que je peux faire avec la souris ou chaque petite touche que je donne sur une impulsion. La machine va me faire du calcul qui est en train. C'est magique d'ailleurs parce qu'elle fait des choses. C'est moi qui décide de tout, mais c'est la machine qui fait. Je dis, et on ne sait même pas ce qu'elle fait, mais elle fait. Mais c'est absolument. Moi, je trouve que c'est un outil merveilleux. Pour moi, c'est un outil merveilleux. Et après, lorsque je la fabrique, l'image, je sais tout de suite quel format je vais lui donner. Dès que je m'en empare, dès qu'elle est scannée, dès que je l'amène à l'écran et que je commence à faire les premières étapes de construction de l'image, le format est prédéterminé parce qu'il va être toute la
toutes les manipulations, tout ce que je vais faire va faire en sorte que ça corresponde au format pour lequel elle va être tirée. Donc je suis totalement dans l'image. C'est un grand plaisir, une grande jubilation, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. N'imagine pas que ça se fait tout seul, c'est des jours et des jours de travail. On va peut-être conclure si vous souhaitez intervenir ou poser une question à Louise ou Jean-Luc. Je ne sais pas s'il y avait... On a déjà été un peu long. On peut peut-être prolonger de façon plus informelle autour d'un café et d'un thé. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment chaleureusement d'avoir pris le temps de venir jusqu'à Douchy et Jean-Luc de revenir pour clôturer en beauté cette belle exposition avec laquelle on a pris beaucoup de plaisir avec le public à vivre. Voilà, merci à vous. Merci à vous et puis encore merci. Je ne sais pas ce que ça donnera parce que comment on l'arrête ce truc-là déjà? Comment on l'arrête d'enregistrer?